Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci nous allons d'ailleurs parler plateforme de streaming puisque nous allons parler d'une sortie Netflix qui arrive habituellement pour Halloween puisque c'est devenu une habitude que nous avons maintenant depuis presque 4 ans. Nous allons parler de la nouvelle sortie de Flanagan. Flanagan, c'est un réalisateur qui fait principalement de l'horreur et qui depuis 4 ans travaille avec Netflix pour nous proposer chaque année en octobre une nouvelle série. Celle de cette année, c'est le Midnight Club. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Alors, The Midnight Club est donc une série qui est sortie le 7 octobre 2022, donc ce vendredi sur Netflix. C'est une série en 10 épisodes et non en 8 comme d'habitude sur Netflix. Vous savez, je vous ai déjà dit sur la chaîne, 8 épisodes, c'est le calcul le plus confortable qui a été fait par Netflix pour ses viewers, pour qu'ils puissent binge-watcher une série. Donc 8 épisodes, c'est facile de les voir en une journée et c'est facile de les voir chaque soir 2 semaines. Là, cette fois-ci, nous en avons 10 de 1 heure chacun. Donc la série dure environ 10 heures et elle est de type drame, thriller et bien évidemment, puisque c'est la thématique habituelle des séries de Flanagan sur Netflix, horrifique. Même si là personnellement j'emploierais plutôt le terme épouvante, mais on fera une vidéo un jour pour parler un petit peu des différentes catégories d'horreur. Ça dépend des goûts de chacun en fait, ça dépend des sensibilités de chacun, mais là personnellement je dirais que c'est plutôt une série d'épouvante. À la réalisation, nous avons donc Mike Flanagan, comme je vous l'ai dit. Alors Mike Flanagan, c'est un réalisateur et scénariste qui s'est spécialisé depuis plusieurs années maintenant dans le domaine horrifique. Il a produit plusieurs films avant de commencer ce partenariat qu'il a maintenant avec Netflix. En 2014, il a notamment réalisé le film Oculus qui, en version française, s'appelle The Mirror ou The Miroir, je sais plus exactement. Honnêtement, je préfère la version originale parce que The Mirror, ça se confondrait avec Mirrors, qui est un film excellent mais qui n'a rien à voir. En 2016, il a réalisé le film Hush, où une jeune femme aveugle se retrouve aux prises avec une home invasion, donc quelqu'un qui est chez elle et qui la menace. Et en 2017, il était derrière le film Jessie, il a été mis en ligne sur Netflix. C'est un film un peu plus adulte, où une femme, lors d'un jeu avec son mari, se retrouve menottée au lit, mais il commence alors à arriver des choses un petit peu intrigantes. Flanagan, il approche un peu tous les genres horrifiques, que ce soit le home invasion, comme je vous l'ai dit, donc le fait que des gens rentrent chez toi, que ce soit les films un petit peu de possession, les films un petit peu, on va dire, de fantômes comme Oculus par exemple, ou encore les films qui sont un petit peu dans l'entre-deux, qui ont ce format thriller où on essaye de comprendre, mais où on a quand même un aspect paranormal, on va dire. Notamment dans son très bon Dr. Sleep qui proposait une espèce de revisite ou en gros une extension de l'univers magnifique de Shining. Et ça se ressent dans les thématiques qu'il a abordées dans les différentes séries qu'il a sorties avec Netflix. La première qui a été un coup de cœur pour le public et qui lui a permis de relancer la machine pour plusieurs années, c'est The Haunting of Hill House. C'était une série vraiment excellente, personnellement j'avais eu un coup de cœur, j'avais beaucoup apprécié. On partait sur une thématique très classique de maison hantée avec une maison qui avait vraiment l'apparence d'une maison malade, d'une maison malfaisante, avec des histoires de pièces secrètes, des secrets de famille, etc. Donc on était sur de l'horreur assez classique, de l'épouvante, de maison hantée assez classique. Il est revenu l'année suivante avec The Haunting encore, mais cette fois de Bly Manor. Alors là, moi, le problème que j'ai eu avec cette série, c'est qu'en fait, c'était pas un scénario original, il a repris une histoire qui avait été plusieurs fois déjà adaptée, qui était l'histoire du Tour d'écrou, qui est initialement un roman, qui avait déjà été adapté il y a plusieurs années dans un premier film, et ensuite dans un second qui était moins bon. Mais bon, moi, le problème, c'est que du coup, j'avais déjà vu les 2 précédentes versions, donc j'ai eu aucune surprise en découvrant l'histoire de la série, mais la série a quand même eu un certain succès. Et l'année dernière, en octobre 2021, il était revenu avec la série Midnight Mass, qu'on a traduit en français par Les Sermons de Minuit, sur laquelle je vous avais fait une vidéo, donc je vous y renvoie dans le petit pour pas me répéter, mais c'était une série qui était assez sympathique et qui approchait l'horreur d'une façon différente, avec un espèce de huis clos, etc. C'était assez intéressant. Il nous revient donc cette année avec son Midnight Club et il nous a déjà annoncé son projet de 2024 qui sera l'adaptation d'un roman de Edgar Allan Poe, qui sera également une série et qui s'intitulera The Fall of the House of Usher. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on a déjà une première approche pour le casting et le tournage a apparemment déjà démarré, en tout cas d'après les informations que j'ai trouvées. Mais restons-en pour le moment en 2022 avec le Midnight Club. The Midnight Club, c'est l'adaptation d'un roman de Christopher Pike. Alors Christopher Pike, c'est un romancier
de young adult comme on dit, donc pour les jeunes adolescents, qui fait principalement de l'épouvante et de l'horreur dans une ambiance un petit peu chair de poule, mais avec des inspirations Stephen King si vous voulez, donc c'est pas seulement des créatures, il y a aussi des maisons hantées, etc. Et l'un de ses romans les plus connus, c'est ce fameux The Midnight Club qui est sorti en 1994. La subtilité de cette adaptation, c'est qu'elle n'adapte pas uniquement le roman The Midnight Club, mais également d'autres des histoires de Christopher Pike, puisque Mike Flanagan est un grand fan de Christopher Pike, il a lu ses romans lorsqu'il était plus jeune et ça l'a beaucoup inspiré pour ses différents films et pour ses différentes créations et pour le fait de s'orienter vers le monde horrifique. Ils ont d'ailleurs eu plusieurs échanges. Pour la petite histoire, en fait, Mike Flanagan lui avait envoyé une lettre de fan comme n'importe quel fan, à laquelle, du coup, Christopher Pike avait répondu comme un n'importe quel autre fan, et c'est sa femme qui lui a dit « Ah, mais attends, mais c'est un réalisateur pour Netflix !» Il n'avait pas du tout réalisé, et c'est à partir de là qu'est partie l'idée d'adapter un de ses romans. Donc il y a une petite histoire un petit peu fun entre les deux, ils s'entendent plutôt bien, l'un est complètement fan du travail de l'autre, donc c'est plutôt sympathique sur le principe. Et donc dans son adaptation de The Midnight Club, Mike Flanagan a choisi d'adapter d'autres des histoires de cet auteur qu'il apprécie, puisque le principe du Midnight Club, c'est que les enfants se racontent des histoires pour se faire peur le soir, et donc l'inspiration de ces histoires pour se faire peur, il est allé les chercher dans d'autres romans de l'auteur. En soi, il y a de quoi faire puisque l'auteur a écrit plus de 80 romans et nouvelles horrifiques, donc clairement il y avait de quoi faire et il y avait largement l'embarras du choix pour proposer plein d'histoires de différentes natures et de différentes sortes pour nourrir les différents épisodes de la série. Donc si jamais vous voulez exactement le décompte, les épisodes 3, 4, 5, 6, 8 et 9 présentent en plus du Midnight Club de base des histoires originales issues de d'autres romans de Christopher Pike. Pour enfoncer le bouchon, encore une fois, et pour bien marquer l'hommage qui est fait à cet auteur qui est important pour Mike Flanagan, le design du titre du Midnight Club a été largement emprunté au design des éditions originelles des différents livres de Christopher Pike, puisqu'il avait un design visuel qui était associé à ses productions et associé à son éditeur, toute une série, et donc ils ont repris ce style-là pour le titre du Midnight Club pour faire un clin d'œil aux éditions de livres qu'a probablement lu Mike Flanagan. Et le côté Inception de toute cette histoire, c'est que c'est une adaptation d'une histoire que l'auteur Christopher Pike a eu avec une de ses fans, puisqu'en fait, il a dévoilé dans une interview assez récente, c'est quelqu'un qui donne très peu d'interviews, qui est assez secret sur sa vie, mais il a dévoilé dans une interview assez récente qu'en fait l'idée du Midnight Club ne vient pas de lui, mais qu'en fait il y a plusieurs années, il avait reçu une lettre d'une jeune fan malade, qui était donc dans un hôpital pour enfants, et qui lui avait écrit dans sa lettre que elle avait converti les autres enfants de son hôpital à son goût pour ses livres d'horreur, et qu'ils se retrouvaient le soir pour en parler entre eux et échanger autour de ces histoires, et qu'ils avaient appelé ce club le Midnight Club. Et donc en fait l'objectif de sa lettre, c'était une requête pour savoir si elle et ses amis pouvaient être les héros d'une histoire de leur auteur préféré. Il leur avait répondu que oui, il avait commencé l'écriture du roman et malheureusement, chose assez triste, la jeune fille était décédée avant que le roman soit terminé, donc elle ne l'a jamais lu. Mais donc l'inspiration du Midnight Club vient directement des fans de Christopher Pike qui avaient eux-mêmes créé un Midnight Club pour parler de ses œuvres. Donc c'est vraiment l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation, c'est vraiment Inception cette histoire. Mais d'ailleurs, je vous ai un petit peu teasé ce que nous raconte cette série. Nous allons suivre des jeunes enfants malades qui sont dans un hospice pour du coup des personnes qui sont en phase terminale ou qui n'ont plus vraiment de chance de s'en sortir et auxquelles on essaie de donner un cadre de vie agréable. Pour la plupart, ce sont des enfants soit qui sont en rupture avec leur famille, soit qui préfèrent finir leur vie loin de leurs proches pour permettre tout cela de façon un peu plus agréable et un peu moins difficile, on va dire. Et ce sont tous des jeunes adolescents. Et on va donc suivre une jeune fille qui arrive dans cet hospice pour jeunes enfants malades et qui va découvrir qu'ils ont l'habitude le soir à minuit de se retrouver dans la bibliothèque pour se raconter des histoires d'horreur. Mais en plus de ces histoires d'horreur, elle va aussi découvrir que la maison qu'ils habitent est pleine de mystères, qu'il y a eu plein d'histoires avant eux, que la forêt autour d'eux est également pleine de mystères, et elle va aussi en apprendre plus sur les différentes histoires personnelles de ces nouveaux colocataires. Donc on est quelque part entre Nos étoiles contraires et Chair de poule, avec ce côté on se raconte des histoires au coin du feu, et donc on emprunte à la fois au teenage movie et on va dire film d'épouvante, mais plutôt light vu que quand même l'objectif à la base c'est de s'adresser à des adolescents. Au niveau du casting, ils ont fait le choix de prendre des acteurs relativement peu connus. On retrouve donc pour incarner l'héroïne, si l'on peut dire, parce que relativement ils deviennent tous plus ou moins les héros de l'histoire, mais pour incarner l'héroïne principale qui est la première qu'on suit lors du premier épisode, nous avons Iman Bedson, qui est apparue dans quelques épisodes de Station 19, qui est donc une série sur des pompiers, je crois. Nous avons également Igby Rigney, qui est déjà apparu dans une série de Flanagan, puisque l'année dernière il était dans la série Les Sermons de minuit. Et Igby Rigney va d'ailleurs revenir l'année prochaine dans la nouvelle série qui a été annoncée, donc The House of Usher, et il n'est pas le seul à revenir dans The House of Usher, puisqu'il y a également
Ruth Odd, qui elle vient de TikTok, donc elle n'était pas du tout actrice à la base, ils l'ont trouvée par hasard sur les réseaux sociaux, elle a donc été castée pour la série The Midnight Club et elle reviendra l'année prochaine pour la prochaine série de Flanagan. La surprise du casting par contre c'est Heather Langenkamp, puisque c'est une actrice qui est habituée des films d'horreur, en tout cas qui l'a été pendant longtemps, puisque ça a été l'une des figures des films Freddy les Griffes de la Nuit, elle apparaît dans le premier film de 84, puis celui de 87, et également dans celui de 94, et là il la voulait absolument au casting et elle a accepté de revenir pour cette nouvelle série. Donc on a, comme vous pouvez le voir, un casting plutôt éclectique, et surtout des jeunes qui ne demandent qu'à faire leurs preuves, mais sur lesquels du coup on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Au niveau de la direction artistique, je suis honnête avec vous, dès le départ, c'est extrêmement décevant par rapport aux autres productions de Flanagan auxquelles on a été habitué sur Netflix. Que ce soit la première série Hill House, que ce soit Bly Manor, ou que ce soit l'année dernière Les Serments de Minuit, il y avait une volonté artistique visuelle, que ce soit dans les décors, le choix des maisons qui font vraiment maison hantée, les codes de l'horreur, le côté Old England qu'on pouvait avoir dans Bly Manor, ou encore le côté huis clos un petit peu malsain, sur une île avec des couchers de soleil sur l'eau, etc. qu'on avait l'année dernière avec Les Serments de Minuit. Là, on a vraiment quelque chose qui fait très très cheap par rapport aux précédentes productions de Flanagan sur Netflix. Tout fait très cliché en fait. On a une forêt autour, on dirait la forêt de n'importe quelle série random sur Netflix. La maison pareil, alors oui on a une volonté de mettre en avant une maison style art déco, mais maintenant c'est quelque chose que tu vois absolument partout et qui se fait partout. Cette maison elle pourrait être dans n'importe quelle série, dans n'importe quel film. C'est vraiment le genre de décor complètement réutilisable et honnêtement ça m'a beaucoup déçue. Je trouve que visuellement, le décor, même ensuite les mystères qu'ils vont découvrir, les différentes pièces entre guillemets qu'ils vont découvrir, etc. c'est assez décevant, c'est pas très abouti et c'est pas très réfléchi et surtout il y a aucune volonté artistique. En plus, il joue encore une fois la carte du vintage, donc maintenant on est un peu habitué, que ce soit Stranger Things ou toutes les autres séries, tout ce qui se passe entre les années 50 et les années 90, ça commence à devenir relou, surtout pour les teenage movies. Là on est autour des années 90, donc c'est peut-être un choix artistique, parce que comme ça ils ont pas les téléphones portables, il y a pas vraiment internet, etc. qui est très développé, donc ça permet de temporiser un petit peu. Moi je commence honnêtement à en avoir marre de la carte vintage, chaque fois qu'on essaie de faire un truc un peu ado, un peu mystère, ça se passe dans les années 80-90 sur Stranger Things, ça marche, ils ont lancé le concept, on peut se calmer. Et d'ailleurs c'est pas le seul truc qui fait un petit peu clin d'œil à Stranger Things. On a la fameuse prédominance de rouge et de bleu, alors notamment dans les histoires qu'il nous raconte, les histoires qu'il raconte prennent vie à l'image pour nous, on a la fameuse prédominance, ou alors le côté un petit peu sépia, là encore super cliché, vu et revu maintenant, et ça n'a plus rien d'original. Premier épisode, on a en gros le père adoptif un peu bourru qui sait pas trop comment faire avec les émotions de sa jeune ado, et la jeune ado qui a perdu ses cheveux, qui a les cheveux courts, qui a un style un petit peu vintage. On dirait vraiment un mauvais remake de Stranger Things version hospice pour ados. Dommage en fait, de remarcher dans des endroits où t'as déjà marché, de reprendre des sentiers que t'as déjà pris, même si c'est après pour nous développer autre chose. Donc quand tu regardes ton premier épisode, tu te fais « Oh non, un remake de Stranger Things !» Ça donne pas envie. Et par rapport aux autres productions de Flanagan qu'on a eu les autres années, là, il essaye rien du tout. Il fait que prendre des ingrédients qui existent déjà, mettre tout ça dans un saladier et mélanger. C'est vraiment super dommage. Autre point que j'ai trouvé un petit peu embêtant, c'est tout ce qui est, on va dire, costume et surtout maquillage. Donc le premier point, c'est qu'on a quand même affaire à des jeunes adolescents qui sont supposés être en phase terminale des différentes maladies, ou du moins qui sont supposés être condamnés puisqu'ils sont envoyés dans un hospice où ils reçoivent les soins minimums, où ils sont complètement déscolarisés, et c'est un mouroir en gros de base. Le concept qu'on nous vend pour nous créer l'horreur, et effectivement c'est une situation très triste, mais c'est pour créer l'horreur et créer la proximité avec la mort, c'est qu'on est supposé être face à des adolescents extrêmement malades. Et personnellement, pour avoir dans mes proches fréquenté des gens qui ont eu des cancers et qui ont été en phase terminale d'un cancer, une personne qui a un cancer n'a pas un teint frais comme la rose, ne se balade pas toute la journée dans la forêt et ne va pas ensuite passer sa nuit à raconter des histoires d'horreur dans une bibliothèque. Surtout une personne qui a eu des chimios par exemple. C'est pas possible en fait. Je trouve, alors je l'avais déjà ressenti quand j'ai vu le film Thor 4, je trouve que la façon de montrer la maladie et notamment le cancer, et notamment des gens qu'on annonce être en phase terminale de cancer au cinéma est parfois un petit peu compliqué et manque d'une certaine proximité réaliste. Alors je peux comprendre qu'on n'a pas envie de montrer des enfants, parce que ce sont des enfants dans un état trop grave et trop dur à voir, et je comprends que ensuite pour nourrir l'histoire il faut forcément qu'ils puissent sortir de leur chambre et qu'ils soient pas en train de dormir toute la journée. Autant il y en a certains, je trouve que c'est plutôt bien fait, plutôt développé, autant pour l'héroïne on a quand même essayé de faire en sorte qu'elle soit jolie et bien portante, et je trouve ça un petit peu dommage pour le coup, alors que justement ils auraient pu approcher cette thématique et permettre peut-être de changer le regard
regard des gens sur les personnes malades. D'autant plus que dans les dialogues, par contre, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont mises en avant sur le combat de la maladie, la façon dont c'est idéalisé dans la société, le fait de se battre, etc. Il y a plein de réflexions qui sont très intéressantes, mais c'est vrai que visuellement, c'est pas forcément porté par l'histoire. C'est un peu dommage, après, ils y mettent quand même de la bonne volonté, et je trouve ça intéressant d'avoir choisi une telle proximité avec la mort pour traiter du sujet horrifique, et de mettre en avant des jeunes malades, puisque ça peut permettre l'identification pour des gens qui se retrouveraient dans la même situation. Donc ça c'était le premier point. Second point, mais là on va parler de maquillage plutôt FX et horreur. Donc il y a plusieurs créatures, dirons-nous, fantomatiques ou autres, qui apparaissent dans la série. C'est pas bien fait du tout. Là encore, les 3 dernières séries de Flanagan donnaient une esthétique, il y avait une réflexion, quelque chose d'un peu old school, d'un peu... Là, c'est cliché, c'est ce qu'on voit dans toutes les séries, ça ne fait pas peur du tout, c'est pas du tout effrayant. Bon, il y a quelques épisodes, notamment l'épisode 8, où il y a des trucs un peu sympas au niveau du maquillage, mais globalement, on dirait vraiment des FX qu'une personne pourrait reproduire avec un tutoriel YouTube. En soi, ce que par exemple Marion Caméléon est en train de nous proposer en ce moment sur ses vidéos Halloween, qui sont géniales, moi j'adore la série Halloween de Marion Caméléon, si vous connaissez pas, allez voir, c'est génial. C'est beaucoup plus abouti et beaucoup plus intéressant au niveau de l'esthétique et des FX qui sont développés que ce qu'il nous montre là, qui est super cliché et qui n'est pas particulièrement intéressant de nous montrer ces choses-là à l'écran qui ne nourrissent rien à l'histoire, qui ne font pas peur et que... Voilà, on en revient toujours au même sujet, quel intérêt de montrer la bébête, pourquoi ne pas créer du mystère, surtout si t'as 10 épisodes. Qu'est-ce que tu nous montres la bébête dès le premier épisode? Bref, c'est toujours le même sujet de toute façon. Donc de ce côté-là, un peu grotesque, peu d'originalité. Bref, sur la direction artistique, grosse déception. Grosse déception. Donc autant vous dire que quand j'ai vu le premier épisode, j'étais comme ça, j'étais en mode oh là là, ça va être compliqué. Heureusement, on a un petit point dans le premier épisode qui m'a déridé un petit peu et qui m'a même fait sourire, c'est qu'il se moque complètement du jumpscare en nous mettant 75 jumpscares à la minute lors de la toute première histoire d'horreur qu'il nous raconte au Midnight Club. Ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça fun. Il y avait un côté second degré que j'ai apprécié, malheureusement ce côté second degré ne réapparaît plus du tout dans la série, donc ça se trouve il y a que moi qui l'ai vu comme second degré, c'était très sérieux. J'ai bien aimé le côté second degré du premier épisode et c'est le seul truc qui m'a déridé et qui m'a incité à continuer, soyons honnêtes. On passe au jeu d'acteurs et au développement de personnages. Nous avons quand même 10 épisodes, soit 10 heures de série, et nous avons beaucoup de personnages, puisque nous avons tout un groupe d'adolescents, les gens qui y a autour d'eux, les différents personnages qui vont s'intégrer ensuite à l'histoire pour participer au mystère et à l'enquête et au petit côté thriller, et les différents personnages des histoires qu'ils se racontent entre chaque soir. Donc autant dire qu'on a au bas mot une trentaine de personnages, c'est pas mal quand même. Et malheureusement, tu sens rapidement que ils ont stéréotypé tous leurs personnages parce qu'ils ont juste pas le temps de les développer et qu'ils ont 75 intrigues à gérer en même temps, ils ont 75 000 personnages à gérer en même temps et du coup on a des stéréotypes sur pattes. Alors certains s'en sortent plutôt bien grâce au jeu d'acteurs, je pense notamment à la jeune Anya qui est la jeune fille en fauteuil roulant qui est jouée par Ruth Rod qui a notamment été repérée sur TikTok et je trouve qu'elle s'en sort très bien. Son personnage effectivement est très stéréotypé au début mais il y a un certain développement qui est donné et elle fait preuve d'un jeu d'acteur qui fait qu'elle ressort au milieu des autres, mais sinon ils sont que des stéréotypes sur pattes, ils sont que des coches, on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là, ah c'est bon on a notre groupe d'adolescents. C'est vraiment très dommage et le problème c'est qu'en plus ça ne bouge pas du tout. Tu passes 10 heures avec eux, ça bouge pas. Il reste des stéréotypes et limite en les voyant dès le début de la série, tu sais quelle intrigue ils vont aborder, tu sais comment ça va se passer, c'est très dommage. Maintenant, le fait qu'ils approchent le rapport à la mort durant toute la série, la proximité que ces jeunes adolescents ont avec la mort, fait que je les ai trouvés quand même relativement attachants en tant que groupe. C'est-à-dire que je me suis pas attachée à un personnage ou un autre, même si comme je vous dis, j'ai beaucoup apprécié le jeu d'acteur de l'actrice de Anya. Mais en tant que groupe, dans la façon dont ils font face à leur situation et dans la façon dont ils font face à la thématique de la mort dans la série, même si c'est complètement noyé au milieu de tout le reste, de fanfreluches absurdes et de storylines qui vont dans tous les sens, et voilà. Même si c'est complètement noyé au milieu de tout ça, je me suis quand même attachée à ce petit groupe, pas pour ce qu'ils vivent, pas pour leur caractère, pas pour qui ils sont, mais plutôt pour la façon et l'attitude qu'ils développent tout au long de la série sur la confrontation à la mort, qui je trouve aurait dû être le sujet central de la série, qui se retrouve complètement noyé, mais ça les rend quand même très attachants, et je pense que ça aurait gagné à être plus développé pour permettre de créer plus d'attachement émotionnel avec le groupe d'ados. Peut-être leur donner du coup une vraie identité en partant de ce postulat-là de base. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. On en arrive du coup au rythme, comme vous l'avez compris, c'est bazardeux. Voilà, c'est bazardeux. En fait, c'est très compliqué de donner du rythme à une série qui, déjà dans chaque épisode, doit gérer une mini-histoire interne à l'épisode qui vont se raconter au groupe et toutes les lignes d'histoire principales. Parce qu'en fait, il y a une intrigue que je dirais principale qui va être l'intrigue de la maison. Ensuite, il y a une intrigue par personnage, qui ont chacun leur vie, leurs parents, leurs histoires perso qui vont se développer petit à petit, pendant que la storyline principale de la maison avance un petit peu aussi,
Et en plus, en bonus de tout ça, tu vas avoir la mini-histoire qui vont se raconter au Midnight Club. C'est le bordel! Je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est le cas. Et c'est vraiment très très dommage. Parce qu'au final, l'intrigue de la série, il y a plusieurs trucs qui pourraient être intéressants, c'est complètement étouffé dans ce bazar qui part dans tous les sens. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait de choix. Il faut faire des choix, surtout quand tu choisis d'avoir autant de personnages, surtout quand tu choisis d'avoir autant d'intrigues secondaires, principales dans un sens, dans un autre, personnel, pas personnel, général. Il faut faire des choix dans ton épisode, ou il faut faire des choix dans toute ta série. Peut-être qu'il y a des trucs qui n'étaient pas utiles de développer ou d'insister autant. Et là, le problème, c'est que du coup, le rythme des épisodes est complètement saccadé quand on passe d'une intrigue à une autre, en fait. Intrigue principale, intrigue secondaire personnage, intrigue de l'histoire du Midnight Club, intrigue principale, intrigue de l'histoire du Midnight Club, secondaire principale. Franchement, c'est... Bah du coup c'est lassant, et du coup le rythme se pose pas, il y a aucune tension horrifique, de toute façon je crois même pas que l'objectif ce soit de mettre en place de la tension horrifique, ou alors faut vraiment être très sensible au monde de l'horreur, et c'est vraiment des histoires à la chair de poule, ça fait pas peur, ça c'est très enfant. Et en plus le pire c'est que du coup il y a aucun véritable enjeu. Voilà. Comme aucune intrigue ne s'impose dans l'histoire, il n'y a pas vraiment d'enjeu particulier. Ça se déroule. Les seuls moments où tu peux être init, c'est dans les micro-histoires, parce que là, t'as un début, un développement, une fin. Et encore, il y en a certaines qui ont réussi à te couper en morceaux par épisode. Pourquoi ont-ils fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a que les micro-histoires où t'as présentation du personnage, en gros, où t'as l'histoire qui se déroule en un plan, voire en deux s'il la coupe en deux, mais où au moins, là, t'as un enjeu véritable qui se met en place, mais ça fait comme une bulle de sécurité dans chaque épisode. Le seul moment un petit peu hype dans l'épisode, c'est la petite histoire secondaire qui n'a rien à voir avec tout le reste. Mais au moins ça c'est sympa. Donc qu'est-ce qui selon moi aurait été plus agréable à suivre? Je pense qu'ils auraient dû complètement jeter aux oubliettes ou poser vraiment des bases très floues et pas revenir dessus sur l'intrigue de la maison, qui est je trouve personnellement la moins intéressante. Insister sur ce Midnight Club et nous faire découvrir les différents adolescents et leurs problématiques personnelles de leur vie personnelle dans leurs petites histoires d'horreur. Comme ça, chaque épisode pourrait bien développer l'histoire du jour, puisque chaque jour, chaque minuit, quelqu'un raconte une histoire, et comme on va le voir, les adolescents mettent beaucoup d'eux-mêmes et de leur expérience personnelle dans leur histoire, donc on peut apprendre à les connaître sans que vous fassiez de façon répétitive introduire le sujet dans la mini-histoire et remettre le sujet sur la table dans la vraie vie. On n'est pas stupide. L'adolescent qui est homosexuel, il aborde l'homosexualité dans sa mini-histoire, t'as pas besoin de revenir dans la vraie vie pour nous dire « il est homosexuel, on a compris, on n'est pas bête en fait ». Et en soi, je trouve qu'il y a cet aspect répétitif qui est un petit peu relou, pareil pour le suicide, pareil pour l'automutilation. Ils en mettent d'abord une couche dans la mini-histoire et ensuite une couche dans la vraie vie. C'est pas nécessaire. Je pense qu'ils auraient dû se concentrer et faire une série qui nous montre un groupe d'ados confrontés à la mort et qui, pour faire face à la mort ensemble et pour un petit peu dédramatiser ça, se racontent des histoires d'horreur et font cette espèce de pacte qu'ils font dans le club, qu'on vive leurs émotions et leurs ressentis face à la mort et leurs petites histoires personnelles à travers les histoires qu'ils se racontent entre eux. Je pense que ça aurait été largement suffisant pour poser une ambiance, pour faire une série qui serait intéressante, sans avoir toutes ces intrigues annexes en fait, sans avoir ce développement de personnages IRL où on voit leur tension avec leurs parents, où on voit leur tension par rapport à leur identité, etc., qu'ils abordent déjà dans leur micro-histoire, donc c'est répétitif, et sans avoir cette intrigue majeure de la maison qui n'a aucun intérêt et aucun sens et qui en plus n'est pas intéressante et est très cliché. Non, ils auraient dû se concentrer sur le Midnight Club et sur les histoires du Midnight Club et poser une ambiance. Et ça aurait été bien plus sympa, je trouve en tout cas personnellement. Donc si je fais le bilan, c'est confus, c'est bazardeux, c'est indécis. Ils ont voulu faire trop de choses en même temps et du coup ils ne font rien d'abouti puisqu'ils font trop de choses en même temps. C'est trop teenage, c'est trop mélo. Franchement, c'est trop mélodramatique. Et puis, il faut arrêter de prendre les adolescents pour des débiles aussi, quoi. On peut aborder des thématiques lourdes, comme les thématiques de faire face à la mort et la maladie, avec des ados. C'est pas des débiles, hein. C'est trop cliché, c'est trop cheap. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement. Mais c'est très dommage parce que personnellement, je trouve qu'il y a du potentiel. J'ai trouvé que les mini-histoires étaient intéressantes. J'ai trouvé que la façon dont on percevait les adolescents dans leurs mini-histoires était intéressante et qu'on n'avait pas besoin d'en remettre une couche après. Mais ces moments-là, c'était des bons moments de la série. Je trouve qu'il y a des références qui sont sympas dans les mini-histoires. Je trouve que l'hommage que Flanagan a voulu faire à Christopher Pike et à toutes ses histoires et à son Midnight Club, c'est intéressant à la base, mais je pense qu'ils se sont perdus en chemin et qu'ils ont voulu trop en faire et qu'ils ont peut-être pas assez réfléchi leur concept, ils ont peut-être pas assez pesé leur concept pour qu'ils soient vraiment aboutis. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc au lieu d'avoir quelque chose de profond, de plutôt sombre et d'un petit peu horrifique, une sorte de rencontre entre le Breakfast Club, si vous voulez,
et Dr. Sleep, on a un truc peu subtil et très mélodramatique qui serait une rencontre entre Nos étoiles contraires et Stranger Things et Chair de poule, voilà. Et c'est dommage parce qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être très sympa. 10 heures de ça, c'est assez long. D'autant plus qu'ils ont pour projet de faire une saison 2, car oui, la porte est très largement ouverte à la fin de l'épisode 10, du coup j'ai un petit peu fouillé, et effectivement Netflix ne l'a pas confirmé pour le moment. Vous connaissez Netflix, ils attendent à peu près un mois pour voir si la série a du succès, je pense qu'elle va en avoir d'ailleurs, puisque Flanagan c'est vendeur. Côté un petit peu adolescent, un petit peu léger, je pense que ça va plaire à un plus grand nombre que le côté un petit peu horrifique qu'on a pu avoir dans les autres séries. Et bah ils ont pour projet de faire une saison 2 dans le même style, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo sur The Midnight Club vous a plu, je suis honnête avec vous, pour moi c'est une grosse déception. J'attends chaque année la série d'horreur, la série d'Halloween de Flanagan avec impatience parce que j'ai aimé ce qu'il a fait avant, même si j'ai pas été une fan de Bly Manor, je trouve que les 3 dernières séries étaient très sympas, et là je suis vraiment très déçue. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue que le principe de le voir l'année prochaine adapté à un texte de Edgar Allan Poe, je trouve ça plutôt séduisant, donc on verra, j'ai quand même un peu d'espoir pour l'année prochaine, voilà, je reste optimiste. Mais c'est vraiment très dommage. Disons que j'ai voulu m'accrocher dans cette série en me disant qu'à un moment ça allait se réveiller et non, très dommage parce que j'ai quand même passé 10 heures devant cette série, c'était assez long. J'ai travaillé en même temps, soyons honnêtes. Du coup, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si la série vous tente ou si elle ne vous tente absolument pas, surtout après cette critique, n'hésitez pas à me le dire également, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit. N'hésitez pas également à activer la cloche pour avoir les posts communautaires, les vidéos et les shorts et aussi les lives, comme ça vous êtes au courant puisque je propose pas mal de choses sur la chaîne et je sais que YouTube est toujours très exact sur le fait de prévenir les abonnés. Voilà. Moi, je ne vous embête pas plus, je sais que cette vidéo était déjà assez longue, donc je vous laisse tranquille. Je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Peut-être la série Midnight Club, dites-moi, on sait jamais. Et je vous dis à très vite. Ah, le café à la noisette, c'est pas ouf, hein. Heureusement que j'ai pris un petit paquet. Ah ouais, non. Ah, c'est pas fafio. Non. Alors, The Midnight Club, vous, dès le départ, c'est très... Donc en fait, tout est bâclé. Et rien n'est vraiment approfondi. Ouais, non, c'était pas... C'était pas fifou. Mais au moins, vous êtes prévenus.